Bienvenidos a Transición Energética, innovación al servicio del futuro, una oportunidad económica para la Argentina, un podcast de la Embajada de Francia. A lo largo de los episodios se escucharán distintas voces sobre las posibilidades y los desafíos que plantea la transición energética, un tema que hoy en día se debate en todo el mundo. En este episodio conversaremos con el especialista Marco Cremaschi sobre desarrollo urbano y transición energética. Este capítulo será animado por la periodista especializada en cambio climático Thais Gadea Lara. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la Embajada de Francia en Argentina sobre transición energética. Soy Thais Gadea Lara y hoy los invito a una conversación con el experto en desarrollo urbano y profesor universitario de Sciences Po, Marco Cremaschi. Marco dirige el ciclo urbanismo y enseña en la Escuela Urbana de Sciences Po tras haber sido director del máster en proyecto urbano en la Universidad de Roma III. En el mundo académico, su recorrido lo ha llevado a ser profesor en la Universidad de Pittsburgh y en diferentes casas de altos estudios en distintas ciudades europeas. Sus últimos trabajos se centran en los grandes proyectos urbanos desde una perspectiva comparada. Cremaschi ha publicado una docena de libros y más de 140 artículos en Francia y en el extranjero sobre vivienda, políticas urbanas y programas de la Unión Europea para las ciudades. Sensible a la necesidad de hacer accesibles estos grandes temas a un público más amplio, también publica sus investigaciones en revistas profesionales especializadas y ha dirigido cerca de 60 estudios sobre ciudades en todo el mundo. Bienvenido, Marco, al podcast. Un placer tenerlo aquí con nosotros. Merci pour cette invitation, c'est un plaisir également pour moi. Bueno, estoy muy expectante de la conversación que vamos a tener sobre transición energética, pero sobre todo a partir de su expertise, ¿no? y de lo que tiene que ver con la perspectiva de la transición energética en el desarrollo, ¿no? Urbano y bajándolo a lo local, a las ciudades. Y me parece que aquí es importante también, ¿no? para la audiencia comprender lo que representan las ciudades cuando hablamos de la necesaria acción climática, en esto de que, en ella se concentra la mayor cantidad de población, una población que se sabe, ¿no? Las proyecciones que encima va a estar creciendo son responsables del 70% aproximadamente de las emisiones globales de gases de efecto invernadero responsables del cambio climático y según datos de la Agencia Internacional de Energía, representan el 75% de lo que es el consumo, ¿no? global de energía. De ahí que uno dice, en las ciudades uno podría decir se concentran todos los males, pero si lo vemos también desde las oportunidades, ahí es donde se pueden y se deben hacer, ¿no? muchas cosas. Y en línea con eso le quiero preguntar, ¿es muy fácil pensar en quizás un parque eólico, un parque solar, ¿no? allí donde hay mucho territorio? Cuesta a veces imaginarnos cómo puede ser la transición energética, ¿no? desde lo que son las urbes. Entonces, ¿qué desafíos presenta pensar, ¿no? en esta transición del sector energético en las ciudades? Vous l'avez bien dit, les villes sont le lieu du monde où se concentrent en même temps les problèmes et les opportunités. Et c'est plutôt intéressant en ces moments de se poser la question que vous me posez, c'est-à-dire quel est le rôle de ville dans la transition, je dirais pas seulement énergétique, mais en même temps énergétique et écologique. Donc les deux sont très liés, on ne peut pas ignorer un aspect et l'autre. Et comme les chercheurs partout dans le monde, mais aux États-Unis, si on veut donner plus de noblesse à la question, nous répètent, les villes concentrent les gens qui cherchent du travail, donc les pauvres, les humbles, et précisément parce qu'ils donnent plus d'opportunités. Donc ce sont des magnettes qui attirent les gens et qui créent également des solutions pour toute la société. Je voudrais rappeler là un aspect que peut-être on s'est perdu dans la modernité la plus récente. Et en effet, les villes sont aussi les centres qui organisent les territoires autour d'elles. Alors, à une époque, il y avait une proportion fixe.
Les géographes allemands, ils ont étudié, c'était 60 km. C'était l'espace qu'on parcourt pendant un jour pour amener au marché de la ville les produits de la campagne. Aujourd'hui, c'est bien différent. La ville organise des espaces qui sont très éloignés. Peut-être il y a certaines villes, ce qu'on dit les villes globales, qui organisent la planète entière. Donc on vit dans une planète urbaine. Alors évidemment, les problèmes sont communs. La réponse, c'est aussi que les villes sont la réponse et peuvent donner la réponse aux problèmes de la campagne également. Ahí me gustaría volver sobre algo que usted mencionó que me parece interesante, ¿no? En cómo pensar la transición energética como una de las muchas transiciones que implica esto más grande que es la transición ecológica. No sé si para la audiencia pudiera como definir y explicar un poco más esto que implica desde la perspectiva de las urbes. Pour la ville, cet aspect c'est fondamental parce que du point de vue de la transition énergétique, le problème est assez clair. Je ne dis pas que c'est facile à résoudre, mais le problème est posé. C'est-à-dire qu'il y a un passage vers l'énergie électrique qui est plus ou moins inévitable. Il faut trouver une manière de produire cette énergie plus soutenable, plus égalitaire également, et plus compatible avec la géopolitique du monde. Donc, si on regarde au problème énergétique du point de vue plus général de la transition écologique, par contre, le problème c'est de réduire en général l'empreinte humaine sur la planète et la consommation des ressources. Et la contribution que les villes peuvent donner à l'équation, c'est plutôt de ce côté-là. C'est-à-dire que les villes ne produiseront jamais l'énergie qu'ils consomment, donc il y a un déséquilibre nécessaire. C'est moins un point de vue, il y a un querelle sur cet aspect, mais je pense que c'est inévitable que là où les humains habitent, là on consomme l'énergie. Par contre, c'est nécessaire, je dirais même impératif, de réduire cette consommation. Et là, c'est là où les villes peuvent faire beaucoup de choses, même à certains points arriver à un degré de consommation zéro. C'est-à-dire, par exemple, des bâtiments à énergie passive qui produisent en même temps l'énergie qu'ils consomment. Donc il y a un équilibre entre eux. Et si on enlarge ça, cette perspective, on ajoute que si on conçoit de la ville d'une manière différente, pas comme l'opposé de la campagne, donc il n'y a pas que les pierres d'un côté et que les arbres de l'autre, mais quelque chose où les deux peuvent interagir. Là, on voit que la transition écologique, donc la biodiversité, la végétalisation, tous les rapports avec tous les flux des ressources, pas seulement le pétrole, pas seulement l'énergie électrique, mais également l'eau, par exemple, et l'air, évidemment, la fraîcheur, etc. Tous ces éléments-là font partie du bien-être des humains. Quiero ir ahí a varias de las cuestiones, ¿no? que mencionó que resultan muy interesantes. Pensando en lo que hace a la producción, usted dijo que inevitablemente las ciudades no van a poder generar toda la energía, ¿no? que consumen, van a depender ahí de las conexiones con otros, pero ¿qué oportunidades y desafíos hay en aquellos cambios que se pueden hacer en materia, ¿no? de generación de energía y de esta transición de combustibles fósiles a energías renovables? Du point de vue de la ville, je crois que la réponse plus importante, plus directe, que tout le monde touche par la main chaque matin, c'est la mobilité. Donc la consommation entière, en effet, de la consommation d'énergie et de la production de carbone dans les mondes est due à la mobilité. Et donc la manière dans laquelle nous organisons notre ville a un impact direct sur cet aspect. Si on fait peu de déplacements, si on réduit la mobilité, si on trouve la manière une autre équation difficile à résoudre, bien évidemment, de se déplacer moins sur des parcours plus brefs, peut-être avec des modalités plus douces, à pied, en vélo, en bus, en métro, et voilà que la réduction de consommation, c'est gigantesque. Alors je répète, la ville ne produit pas directement, mais peut évidemment réduire la consommation. Peut-être qu'on peut imaginer même d'aller plus loin, c'est-à-dire qu'il y a plein d'activités
des technologies qui permettent de produire également en ville. Les panneaux photovoltaïques, par exemple, n'auraient aucun sens de les localiser en campagne. De là, des politiques pour couvrir le toit avec ces panneaux-là, ce n'est pas inimaginable. De mon point de vue, ça reste un peu limité, ce n'est pas le point essentiel. Claro. Es interesante lo que mencionas sobre la movilidad, porque recuerdo un estudio que se hizo durante la pandemia, cuando en 2020 la mayor parte del mundo estaba en confinamiento y lo que más contribuyó a una reducción de emisiones en abril de 2020 fue la movilidad y la movilidad terrestre en las grandes ciudades. Esto obviamente no quiere decir de que para que se reduzcan las emisiones tenemos que estar todos encerrados, sino que eso mostraba dónde se podían hacer cambios que podían, ¿no?, marcar una diferencia. Y en línea con lo del consumo, ahí también es muy importante la eficiencia, ¿no?, en materia del uso de energía y cómo hay que repensar ese uso que hacemos en las ciudades. ¿Qué cambios serían necesarios de ver en las ciudades en cuanto a cómo se está usando la energía? C'est très intéressant la question par rapport aux villes pour une raison très simple. J'ai l'impression, je suis convaincu en effet, que toutes les solutions sont déjà là. Donc en effet, il y a des changements qui sont possibles et il y a vraiment des changements qui sont d'un intérêt extraordinaire. Il faut juste choisir. Évidemment, il faut se permettre les choix également. Donc il y a un problème d'investissement, qui sont souvent des investissements publics, et il y a un problème d'investissement qu'on fait aujourd'hui pour avoir des retours peut-être dans 20 ans, 30 ans. Donc il y a un problème de temporalité. Mais les points que je voudrais souligner, c'est que les choix sont là. Je vous donne des exemples. Il y a plein de technologies possibles. À Paris, par exemple, qui, du point de vue de la transition énergétique et écologique, c'est peut-être une des villes à la pointe dans le monde, une grosse partie de l'énergie pour le chauffage est produite directement par la géothermie. Donc ça veut dire qu'il y a des réseaux techniques des quartiers, dans des districts urbains de l'énergie, qui reçoivent de l'énergie qui est produite avec des échangeurs thermiques en profondité, donc la géothermie. Cette énergie qui n'est pas électrique permet le chauffage et on expérimente, mais c'est déjà là, la climatisation également. Donc vous voyez, c'est une manière d'utiliser bien l'outil ville. Évidemment, tout ça demande une quantité d'investissement important et une ingénierie également importante. Mais je répète, ce n'est pas de la science-fi, il n'y a rien d'exceptionnel, on le fait, c'est un problème d'argent, c'est un problème de volonté politique. Peut-être qu'il faut ajouter des stabilités politiques également. Mais c'est possible, c'est déjà fait. Et permettez-moi de vous dire, j'arrive à Buenos Aires depuis 10 ans, je regarde les métrobus, c'était possible, c'était déjà là, ils l'ont fait, on voit les résultats. Donc même ici, rien de problématique, les technologies, les investissements, la stabilité, il faut juste les mettre à niveau. Súper interesante. A ver, inversiones, voluntad política, estabilidad política, lo cual son todos desafíos, pero también en lo que usted mencionó es que las soluciones están y las tecnologías están, que es esto algo que a veces uno escucha desde ciertos sectores que quizás quieren continuar con el famoso business as usual, ¿no? Diciendo, no, necesitamos invertir para nuevas tecnologías, y usted ahí está ejemplificando cómo, ¿no?, las soluciones ahí están. Y en línea con esto de las inversiones, siempre desde un país como Argentina se mira esto en si esto es un negocio, en si esto va a terminar siendo rentable. Entonces ahí me permito preguntarle, o sea, todos estos cambios que implican, ¿no?, la transición ecológica, ¿terminan siendo rentables para las ciudades desde, digamos, los gobiernos locales hasta incluso rentables para el ciudadano? Celle-ci, c'est un bel challenge. Qu'on peut voir de deux côtés, je pense. Il y a un côté plus strictement d'économie. Et là, les économistes ont fait leur boulot. Donc, ils ont mis les chiffres en ordre. Et la réponse qu'ils nous ont donnée, oui, c'est possible. C'est un changement évidemment difficile. Il n'y a rien de garanti. Ça va prendre des années.
Et pour la première partie du temps, donc pour quelques années, tout ça, c'est un investissement en perte. Donc c'est pour l'avenir, problème. Et j'aime beaucoup, ça c'est mon côté académique, même en 1972, donc avant l'époque néolibérale, quand on a eu les rapports du Club de Rome sur la limite du développement, on proposait à l'OCDE, à l'Organisation de la coopération et du développement économique, donc ce n'était pas un club d'anarchistes, hein, on proposait la planification écologique pour rejoindre ces objectifs-là. Donc, il y a les moyens, il y a des techniques, ces techniques sont renouvelées, sont compatibles avec les marchés, ce n'est pas la vieille planification, c'est une planification nouvelle. Il y a une autre manière de regarder la même question, qui n'est pas le point de vue des économistes, c'est le point de vue des citoyens. Et les citoyens, aujourd'hui, ils passent en moyenne à Paris 1h30 dans les transports publics ou privés, ou dans la voiture, c'est le même, pour aller au travail. Peut-être Buenos Aires, c'est même plus, dans le conurbano en particulier. Le iba a decir eso, definitivamente es un poco más aquí. Poco más. Et ils ne trouvent pas un jardin pour se relaxer au moment de manger les sandwichs à midi. Ils ont des difficultés à amener les enfants dans un espace arboré, vert, le soir, parce qu'il n'y a pas proche de chez soi. Ils respirent un air qui n'est pas terrible, souvent c'est polluant, et sont exposés à tous les risques du monde. On est tous conscients de ce qui s'est passé à Valencia, il y a quelques jours. C'est un risque tangible. Aujourd'hui à Buenos Aires, on continue, j'ai lu les annonces immobilières à vendre des places de parking souterraines dans les bâtiments. On sait bien qu'ils sont exposés à un risque d'inondation qui est hyper dangereux. Alors, tout ça, c'est le point de vue des citoyens. Les citoyens, et j'imagine qu'ils disent, bon, la transition, il faut la faire maintenant. Évidemment, il y a un coût. Il y a un coût, il y a un effort à faire, il faut changer des habitudes. Et là, vous voyez, il y a les problèmes culturels qui n'est pas rien. Mais tout ça, c'est possible. Et vous avez parlé du Covid, j'aime revenir sur ça. À l'époque du Covid, nous avons fait une expérimentation globale incroyable. Aucune dictature au monde avait réussi à garder tout le monde serré à la maison. Une prison épocale pour tout le monde. C'était extraordinaire. Du point de vue social, on ne fait jamais des expériments de telle envergure. Mais les gens, ils ont compris le pari, ils ont accepté une réduction des bénéfices individuels pour le bien commun, et finalement, ils ont changé des habitudes. Je répète l'exemple de Paris, d'un jour à l'autre, le nombre de vélos et de déplacements en vélo a doublé. Aujourd'hui, ce n'était pas fameux, Paris, pour aller en vélo, c'était plutôt dangereux même. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Et vous voyez, donc, même du point de vue des habitants, les changements sont possibles. Il faut trouver on n'espère pas un nouveau Covid, hein, mais il faut trouver de bons arguments et donner évidemment des retours en termes d'efficace. Alors, moi, je pense l'autre exemple, si l'on veut. À Barcelone, le Supermanzana, c'est une expérimentation de piétonisation des roues et de faire des roues vertes au sein de la ville. Vous voyez, c'est rien d'exceptionnel du point de vue de la technologie ou des coûts, c'est même un bon marché. Et c'est possible, et ça change entièrement la donne. Et évidemment, il faut oublier la voiture. C'est un prix, c'est une renonce, c'est un sacrifice, mais les gens, au final, sont contents de ça, et ils apprécient. Et j'aime aussi, à mes étudiants, je répète tout le temps, pas de pétonisation, mais la première ville qui a pétonalisé, ce n'était pas Copenhague, comme on l'écrit sur le livre, c'était Curitiba. Il l'a fait avant. Et donc ça, c'est possible. Et c'est possible. Tendría que haber sabido ese dato antes de los meses que estuve viviendo en Dinamarca, en donde ellos se ponen ahí como ejemplo, ¿no? De todo lo primero siempre pasó ahí en Dinamarca. No, no fue así. L'Europe a été coloniale, n'a pas terminé d'être ça, donc toujours on a la prétention d'être les premiers. En effet, c'est pas vrai, et ça c'est intéressant, c'est-à-dire que l'innovation est possible, et ça se passe parfois où on ne l'attend pas. Donc, je répète, Paris
là où il y a les conditions d'investissement, d'ingénierie technique, de stabilité politique, c'est la nouvelle capitale de la transition énergétique, mais ce changement-là, c'est possible ailleurs. Ahí le pregunto, cuando usted habló de esto de la planificación, ¿no?, ecológica, entendiendo que ya viene incluso en cómo hace años se vendía hablando desde esa perspectiva y que lo entiendo como que pensar en la transición ecológica como una lente, no como algo únicamente de algunas acciones o de un área de gobierno, sino que todas las medidas en cómo se planifica la ciudad tenga una lente de transición ecológica. ¿Hay alguna otra lente que también haya que ver en paralelo a la ecológica? ¿Y por qué le pregunto? Desde lo social, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que en una entrevista una experta en género me decía esto de que, bueno, pensando en la reducción de emisiones, a la gente hay que incentivarla que usa el transporte público. Ella me decía, pero desde el punto de vista de género, quizás en algunas ciudades o en algunos barrios, para una mujer en la noche no es seguro movilizarse en un bus, en un colectivo, entonces va a tener que priorizar otra alternativa, ¿no?, el auto, que desde la perspectiva ecológica genera más emisiones. Entonces, ¿cómo hacer ahí para combinar también, ¿no?, todas estas lentes o estas perspectivas que hay que tener en cuenta para que efectivamente lo que se haga en términos de cambios de transición ecológica pueda servir a toda la ciudadanía, ¿no?, y no deje a algunos afuera? Sí, à nouveau, là, il y a beaucoup d'intérêt sur cette question. Je pense qu'on peut répondre à des niveaux. Le premier, c'est que, évidemment, il y a un problème social, et si on veut organiser un changement à l'échelle d'une société, d'un pays, du continent, il faut prendre en considération tous les aspects. C'est très intéressant sur le sujet du genre que vous avez évoqué, une recherche récente qui était faite ici à Buenos Aires, entre la mairie, la Ciudad de Buenos Aires, et l'Agence française du développement, donc c'est un exemple de coopération. Ils ont étudié la mobilité dans les barrios populares, dans les villas, algunas villas. Et ce qu'on a trouvé, c'est que la ville de 15 minutes est déjà là. Et que presque la moitié des déplacements sont faits dans les 15 minutes ou autour, et surtout par des femmes, pour la simple raison que les femmes ont la charge des courses et de l'accompagnement des enfants plutôt que des personnes âgées au lieu de soins. Sauf que les 15 minutes, c'est tout, mais tout sauf idéal. C'est les 15 minutes de l'insécurité, les 15 minutes de la roue dangereuse, les 15 minutes du manque de lumière la nuit, les 15 minutes de la boue quand il pleut. Donc, alors, très bien, les changements, mais évidemment, il y a des conditions autour qu'il faut toucher. Et là, il y a un problème d'inégalité, il faut mentionner quand même ça. Et la transition écologique ne se peut pas passer sans prendre en considération le fait qu'il y aura des conséquences. Les conséquences, je répète, sont sur le long temps. Et dans les courts temps, il y a une augmentation peut-être des inégalités qu'il faut prendre en considération. Si les prix de l'énergie augmentent, pour des raisons écologiques, peut-être on a un bénéfice collectif, mais évidemment les ménages payent un prix. Donc là, il y a un problème. Quand je parle de planification écologique, je pense aux mineries, je pense aux centrales hydroélectriques, également aux infrastructures, mais au prix de l'énergie et finalement aux aides qu'il faut prévoir pour les ménages. Il y a un autre aspect, on l'a déjà évoqué. À ce niveau-là, la question c'est aussi du changement d'habitude. Il y a un problème culturel évidemment, mais ce qui est intéressant, c'est que le problème culturel n'est pas divisé par classe sociale, comme d'habitude. Ce n'est pas la culture qu'on étudie à l'école. C'est un peu pour tout le monde. Il faut changer d'habitude. Et peut-être que les couches populaires sont plus prêtes à oublier la voiture, qu'ils n'ont pas, plutôt que les riches, qui sont habitués à Buenos Aires en particulier. Ce n'est pas la ville de 15 minutes pour aller à Rio de la Plata. Okay. Non, on se déplace sur les 2 heures, en voiture évidemment. Et là, il faut un changement.
Moi, j'ai l'impression que les villes ajoutent à ça une petite nuance qui peut-être aide à imaginer les solutions. C'est-à-dire qu'il y a une combinaison d'éléments qui est toujours qualitatif. Je répète, les solutions sont déjà là. Il y a plein de solutions technologiques possibles. Il y a certains qui sont plus efficaces, d'autres qui sont le moins, certains qui sont possibles en Chine et d'autres qui sont possibles en Argentine. Mais finalement, ce n'est pas impossible d'imaginer la solution ou l'ensemble des solutions. Cela dit, il faut trouver la combinaison qualitative qui est pertinente à chaque endroit. Alors moi, j'aime citer dans ces cas une intervention sur un bâtiment, donc hyper simple. Il y avait un bâtiment en France, une tour de logements sociaux, donc pas forcément extraordinaire, hein, c'était plutôt normal, même un peu moche. Et l'idée, à l'époque, en France, il y a quelques années, c'était de démolir et reconstruire plus beau et plus efficace, du point de vue énergétique. Et là, il y a eu des architectes, Lacaton et Vassal, qui sont bien connus, hein, parce qu'ils ont reçu les prix Tzker, les prix, ce qu'on dit les prix Nobel de l'architecture, qui à l'époque ont imaginé un autre type d'intervention. Et à nouveau, ce n'était pas rien d'extraordinaire, c'était une bonne combinaison de différentes solutions techniques. Donc on faisait l'isolation des fenêtres, on doublait les murs pour avoir une cohabitation plus efficace. On a élargi l'espace de vie, donnant une chambre en plus au ménage. Tout ça, c'était très bien. Mais ils ont imaginé ça comme une intervention sur l'immeuble, sur la tour, en ajoutant d'un côté ce qu'ils appellent des jardins d'hiver, c'est-à-dire des terrasses pour la végétation, pour les plantes, un petit jardin individuel à l'étage, qui permet en même temps l'isolation du côté, et de l'autre côté, une chambre en plus, donc chauffée, qui réduit la consommation énergétique. Vous voyez, ce sont des détails qualitatifs. Tout ça a permis de changer la réalité, les modes de vie, également que l'image, je répète, d'une tour d'habitation sociale qui n'était pas forcément très appréciée. Et il a demandé assez d'argent, donc ce n'était pas négligeable, mais sur le long terme, c'est beaucoup moins cher que construire à nouveau. Et surtout, l'ensemble de ces éléments, ils ont un impact tellement positif. Pourquoi? Parce qu'ils réduisent le transport de béton, le transport des briques, la demande d'excavation nouvelle, etc. Donc il y a des exemples, et souvent la réponse, c'est la combinaison qualitative de technologies et des changements de comportement. En línea con eso, sobre todo en esto que mencionaba el ejemplo, ¿no? De qué es lo que puede pasar con una idea como la de Ciudad de los 15 minutos, pero después aplicada también con los desafíos a los que se enfrenta, es también comprender la necesidad, ¿no? De adaptar después a las realidades de cada contexto y de cada ciudad ideas, ¿no? que pueden ser muy buenas en la teoría, pero que después en la práctica no van a ser lo mismo en esto, ¿no? En cómo se pueden implementar en un barrio en París o cómo se pueden implementar en un barrio vulnerable aquí en Buenos Aires. ¿Cree que eso es un desafío que tenemos ahora? O sea, hoy se habla más de todos estos cambios que hay que hacer, pero cree que también a veces se buscan como imponer determinadas soluciones. Déjà, ce sont de plusieurs années qu'on a un échange formidable entre les villes de la planète. Et c'est un échange horizontal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de modèles. Je dirais même que c'est passé le temps des modèles. Donc, tout le monde se souvient de Le Corbusier qui atterrit à Buenos Aires et qui dessine les nouveaux plans de Buenos Aires, qui reste une contribution magnifique du point de vue du dessin. C'est plus ça les cas. Pourquoi? Parce que les villes se rassemblent déjà et parce que la circulation des gens est immense. Et également des exemples. Donc ce que je trouve important, c'est ça. Il y a des idées qui sont nées à Curitiba et qui sont devenues danoises. Et l'inverse, c'est possible. Il y a des idées qui se produisent à Paris plutôt qu'à Berlin et qui sont appropriées en Asie ou en Afrique. Alors, c'est la circulation et c'est la comparaison entre les villes. Alors, la coopération entre les villes, c'est hyper important.
Je suis ravi d'entendre ici à Buenos Aires, il y a un programme d'échange avec la ville de Paris sur cet aspect. Je pense que c'est un bon exemple d'un réseau de la coopération décentralisée, c'est la manière de faire. Et je répète, ce qui est important, c'est le fait que les villes apprennent l'une des autres. Alors, il y a plein de choses qu'une ville comme Paris pourrait apprendre d'une ville comme Buenos Aires, par exemple, en termes de régularisation de l'informel. C'est un phénomène qui est réduit en France, mais qui s'y repropose aujourd'hui. Se nota que es profesor porque nos ha dado una clase hoy en la que hemos aprendido muchísimo y me gustaría concluir con una reflexión en función de todo esto, de su expertise. Usted mencionaba incluso Buenos Aires hace 10 años y ahora. ¿Cuáles son sus expectativas para el mundo que viene? Sabemos que es un mundo muy complicado, no solo un mundo en crisis climática, hay un montón de otras crisis geopolíticas, incluso con nuevas apariciones de cuestiones tecnológicas y demás, pero ¿qué expectativas tiene, ¿no? En línea sobre todo con esto, ¿no? Con el desarrollo de ciudades, de espacios donde más se concentran las personas y donde, como usted decía, ahí están las posibilidades de solución, ¿no? Al cambio climático. On a face de nous, c'est évident, c'est pas moi de traiter ces problèmes-là. On a un risque de tragédie d'un côté, qui on touche par la main en Europe à nouveau, mais partout dans le monde, comme des opportunités extraordinaires. Moi, j'ai peur des extrêmes. Moi, personnellement, je trouve qu'il y a des réponses faciles, et les réponses faciles, c'est la tragédie, les risques du déclin, la peur de l'extinction d'un côté, ou bien les rêves tels que partir pour Mars. Et il y a des gens qui poussent pour ces solutions-là. Je crois qu'on a un véritable risque qu'ils succèdent, ils arrivent à imposer certains choix, par exemple d'isolation des riches des pauvres. Ce que l'histoire de la ville enseigne, c'est exactement le contraire. Il ne faut pas adopter des modèles extrêmes, polarisés, les modèles idéaux, mais c'est toujours entre les brassages des modèles, comme les brassages des gens. Ce qui fait la ville, c'est ça, c'est la friction. Alors, ce que je crains pour les futurs à venir, c'est précisément la purification de la ville. Il y a deux modèles dans le monde, il faut le rappeler, pas tout le monde est d'accord. D'un côté, il y a ceux qui disent la ville doit croître à l'infini, donc elle doit être partout les mêmes, Hong Kong, Tokyo, Buenos Aires, Paris, toujours les mêmes, qu'on soit au centre ou en périphérie, les mêmes tours, les mêmes manières de vivre, etc. Et l'objectif, c'est de réduire l'interaction entre les gens. Et pourquoi? Parce qu'on pense que cette interaction, c'est la cause des problèmes. Donc on va tous se renfermer dans un appartement avec de l'énergie électrique et les boîtes techno de grandes compagnies de plateformes qui nous aident à choisir les programmes TV. Bon, c'est une hypothèse un peu générique, je dirais, ChatGPT, l'étudiant stupide qui donne des réponses génériques. Il y a l'autre modèle. Y que pone en peligro mi trabajo, vamos a decirlo, ¿no? También. Et mon travail également. Il faut qu'on réfléchisse les deux, l'université autant que l'information, au monde qui viendra sans plus la médiation des experts. Mais ça, c'est un défi intéressant. Et l'autre exemple, l'autre modèle de ville qui est souvent évoqué, c'est un peu le retour à une mythologie ancienne, la ville de la proximité où tout est bien. On est bien entre nous, on contrôle le territoire, on s'ajuste, on fait les choses bien chez soi, même on réduit les consommations, on produit de l'énergie d'une manière soutenable. Pourquoi? Parce qu'on est entre nous dans la communauté. Pourquoi pas? Évidemment, c'est plaisant. On ne choisit toujours pas les voisins, par contre. Hein. Ça, c'est plutôt autoritaire comme modèle. Mais il y a des limites pour ça, mais à un certain niveau, pourquoi pas. Mais imaginez-vous de vivre vraiment dans un petit village où il ne se passe rien, où il n'y aura jamais un Einstein, où il n'y aura jamais un Gardel.
Pourquoi? Parce que l'audience n'est pas suffisante. Alors, l'urbanisme du XXe siècle, les grands urbanistes, ce qu'ils ont imaginé, c'était plutôt l'union de ces deux modèles. Comment rendre possible mettre l'un ensemble à l'autre. Je ne dis rien de nouveau, c'est la ville-jardin de Ebenezer Howard, qui a eu un succès relatif, mais a été recopié, traduit à Paris, en Angleterre d'où il est né, mais à Paris également, aux États-Unis, en Inde et partout dans le monde. Et l'idée, c'était assez simple, ce que tout le monde désire, d'avoir la combinaison des avantages de la ville d'un côté, de la campagne de l'autre. Et c'est ce qu'on cherche aujourd'hui. C'est que le plan bioclimatique de Paris est en train de faire. Ce que je trouve intéressant, Paris, aujourd'hui, est peut-être la capitale du changement énergétique et climatique en même temps. Et la proposition que Paris fait, ça c'est intéressant, c'est un micro-changement. Donc il n'y a plus l'espace pour faire de grands parcs, il n'y a plus de verre ici à Buenos Aires qu'à Paris. Donc ce qu'il propose, c'est d'avoir les verres sur les toits, d'avoir les verres dans la cour des écoles, d'avoir les verres au centre des rues. Donc vous voyez la nécessité d'impliquer les gens dans les changements. C'est un changement d'habitude. La technologie, je répète, c'est rien. Végétalisation, c'est très simple, mais il faut changer d'habitude. Pour avoir les verres dans la cour d'école, c'est génial. C'est peut-être seulement l'après-midi qu'on l'ouvre au quartier, mais il faut trouver une autre manière de vivre ensemble qui rend ça possible. Alors, l'enseignement de Paris en ce moment, c'est cette combinaison des micro-changements d'un côté et des systèmes collectifs comme les réseaux chaleur, la géothermie de l'autre. Le 2 nous donne un exemple, et ça, peut-être, c'est un des modèles du brassage que j'évoquerai pour conclure aujourd'hui cette conversation très amable. Es súper interesante como reflexión, ¿no? Que nos va a dejar pensando en esto, en lo que se viene en lo más inmediato, pero también en el largo plazo. Marco, muchísimas gracias por esta conversación. Un gusto tenerlo en el podcast y un gusto tenerlo sobre todo aquí en Buenos Aires. C'était un privilège pour moi de pouvoir échanger avec vous et merci à l'ambassade qui organise ces échanges. Gracias. La Embajada de Francia en Argentina presentó otro capítulo del podcast Transición Energética, Innovación al Servicio del Futuro, una oportunidad económica para la Argentina. En el último episodio hablaremos tanto de la innovación, la inversión y el desarrollo en la transición energética, como de la importancia del rol de las empresas. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes para enterarse de cada nuevo episodio y compartirlo.